Salam alaikum. Je suis Yachir Rafi Galil, un acteur de la société civile. Aujourd'hui, nous allons parler de la politisation de la jeunesse comorienne. Pourquoi? Parce qu'il est coutume de dire que nous ne croyons plus en rien. Il est coutume de dire que la politique ne sert qu'à certains parce qu'on nous a enlevés, parce qu'il a manqué de la transmission. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que la politique, c'est de cotis, c'est suivre des gens qui vont vous donner des enveloppes et non pas croire en des idées, croire en des choses qui peuvent permettre à notre société d'avoir un changement, d'aller au-delà de l'idéal, aller rechercher cet idéal. J'ai un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Assassin, Rockin' Squat plus précisément, qui disait « Occupe-toi de la politique avant que la politique s'occupera de toi ». Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir ma pote, mon amie, ma copine, l'experte en résistance comorienne. J'aime bien dire ça parce que elle nous raconte souvent que la résistance, elle ne date pas d'aujourd'hui, qu'elle était là hier, mais on l'a oubliée. On a été conditionné pour la mettre sous le tapis. J'ai aussi l'honneur de recevoir Swali, Mohamed Swali, qui est aussi l'ancien ambassadeur des Comores aux États-Unis et surtout qui a été un militant de l'ASEC. Salam alaikum. Comme ça. Avec vos deux parcours, je ne sais pas par où commencer, mais j'ai envie de commencer par toi, en disant, selon toi, docteur, pourquoi les jeunes ne croient plus en la politique? Pourquoi la résistance comorienne a été gommée de notre société? Bon, c'est une grande question. Je ne sais pas si je pourrais répondre entièrement. Pourquoi les jeunes ne croient plus à la politique? C'est une grande question. Je ne pense pas que je sois en mesure d'y répondre dans l'immédiat. Mais tu as travaillé quand même. J'ai travaillé sur les années 1800. Oui, j'ai travaillé sur les débuts, sur les résistances anticoloniales aux Comores, du début du protectorat jusqu'à l'indépendance. Mais oui, la résistance a toujours existé. Maintenant, est-ce qu'elle a été gommée de façon volontaire? Je ne peux pas répondre à la question en disant oui ou non, mais je peux dire qu'elle est méconnue. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, tu as été hier membre actif de l'ASEC. Comment ta génération a eu accès à ça, a fait de la politique, a œuvré pour le changement du pays par les idées, et qu'aujourd'hui, ma génération à moi ne croit plus à rien. On sait aussi qu'il y a des aînés qui ont fait le Molinaco et d'autres le Passo, etc. Comment tu expliques qu'aujourd'hui, nous ne croyons plus à rien, nous? D'abord, content de rencontrer Dr Neila. Enchantée. Qu'on puisse échanger sur un sujet majeur, parce que c'est le sujet de l'avenir de notre pays. Maintenant, pour la question qui est posée, moi je ne dirais pas que les jeunes ne croient pas à la politique. Je crois qu'on est arrivé à une phase de notre pays où les gens pensent que la politique, c'est simplement de gagner. Et de gagner particulièrement en moyens financiers, en pouvoir. Mais la politique, ce n'est pas un combat. Je crois que là, c'est la différence, elle est là. Qui pourrait s'expliquer par le fait qu'il y a eu des échecs. Et que les gens n'acceptent pas facilement les échecs, alors que les échecs sont les meilleures façons, en tirant des leçons, de pouvoir avancer. Maintenant, on est dans cette phase-là où, pas seulement pour la jeunesse comorienne, là on parle de politique, mais pour l'ensemble de la société comorienne, est-ce que les gens y croient à quelque chose dans la société comorienne, y compris le grand mariage, les traditions, la religion? Il y a beaucoup de choses qui sont quelque part en l'air dans des discussions. Est-ce qu'il n'y a pas eu de faille entre les générations d'avant et nos générations qui vous suivent, de faille de transmission? Est-ce que, parce qu'on sait que la SEC, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, le Moussou Mayomé, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir, penser sur la faille qu'il y a eu dans le manque de transmission de la lutte, de l'idéal, de la recherche d'idéal, de la conservation du Mila, de la conservation du Hada au sens culturel? Certainement qu'il y a une faille, mais il y a d'abord un moment clé dans la militance comorienne. Je n'ai pas fait des études comme Dr Naïla là-dessus, mais j'ai vécu les choses telles que sont passées. C'est le coup de 1985. 1985.
quand le Front démocratique, qui est issu de l'expérience PASOKO, ASEC, etc., s'est trouvé un moment où il pensait que voilà, le pouvoir il est à portée. Et puis, il y a eu un moment de cassure complète à travers l'action des mercenaires. On pourrait aller dans le détail là-dessus, mais ce mouvement n'a pas pu se relever. Il s'est fracassé là-dessus. On n'arrive pas à reconstruire ce mouvement. Et entre-temps, les forces politiques classiques, habituelles, qui ont balayé ces idées révolutionnaires, se sont installées dans une lutte, non pas par des idées, mais une lutte pour ce que j'appelle le partage des fauteuils et des prébendes. D'accord. D'accord. Mais en fait, je vous rejoins dans ce que vous dites, mais comment voulez-vous qu'il y ait transmission? Transmission de quoi? Déjà de quoi on parle? Parce que là, le sujet, c'était politisation de la jeunesse comorienne. C'était la thématique générale. Donc, comment on peut parler de transmission si on ne sait pas de quoi on parle là déjà? De transmission, pourquoi? Parce que la résistance, il faut l'écrire, il faut l'étudier. Oui. Si elle n'est pas enseignée, elle n'est pas écrite, elle n'est pas narrée. Déjà narré par ceux qui l'ont vécu, parce que là, de toute façon, l'histoire coloniale aux Comores, elle est longue, hein, elle est longue. Là, vous parlez de 85, ça c'est après l'indépendance. La SEC, il y a eu première génération de la SEC, seconde génération, et puis même avant la SEC, il y a eu d'autres mouvements politiques protestataires, etc. Toutes ces histoires-là, malheureusement, elles sont pas narrées. Et il n'y a pas eu de transmission entre les acteurs qui ont vécu ces moments-là et la jeunesse. Et de quelle jeunesse on parle aussi? Nous sommes une population dont le système principal est oral. Avant, ça ne s'écrivait pas. Il y a eu quand même dans nos ancêtres des gens qui ont transmis des choses dans la pratique, dans la façon de faire. Le Mila Kadaparandi, on n'a jamais écrit le Mila. Mais là, pourtant, il a été transmis. C'est-à-dire qu'il y a eu une transmission là-dedans. Le Mila, c'est l'essence de la culture comorienne. La question est celle-ci. Pourquoi donc faut-il écrire l'idéologie politique pour la transmettre? Comment on a réussi à transmettre le Mila depuis comme disait un ancien président Sambi? D'accord. Mais il faut restructurer les choses. On est d'accord que là, on parle de la période coloniale. La période coloniale, à partir du protectorat, j'aime bien commencer à partir du protectorat, voilà, avec ce choc. On est d'accord que on a un système étranger qui vient s'imposer dans un pays et on fait table rase du système politique local. Donc en fait déjà il y a eu un effacement du comorien, d'accord, dans son entité pour lui imposer un autre système politique. Certes, il y a eu des arrangements avec les notables, parce qu'il y a les politiciens notables que Mohamed Ibrahim décrit assez bien quand il parle de Saïd Mohamed Cheikh et Saïd Ibrahim. Mais en soi, depuis la période coloniale, on subit un système qui ne nous correspond pas. Et malgré ça, on est quand même un peuple qui est assez résilient, parce que malgré ça, du début de la pénétration française jusqu'à l'indépendance, il y a eu des résistances qui ont commencé avec les sultans, ensuite avec la constitution, plus tard avec la population elle-même, parce que lorsque la population subissait les travaux forcés, etc., elle se défendait aussi, elle résistait, ce que la SEC prendra par la suite dans ses champs. En fait, la SEC utilisera justement les révoltes des travailleurs dans les champs pour comment on appelle ça là, pour sensibiliser la population comorienne sur l'histoire coloniale et la résistance. Donc en fait, il y a tout ça. Je pense qu'il faut faire une petite pause et essayer de parler des mouvements qui ont été les plus visibles hier et ceux qui ont été peut-être invisibilisés. Quels étaient ces mouvements-là? Je prends le risque de parler de Molinako, par exemple, de PASOKO. Quels étaient les autres mouvements? Est-ce qu'il n'y avait que ça ou il y avait d'autres mouvements également? Il y a, en fait, là, on va essayer de répondre à la question du maintenant. Donc, mais si on remonte à l'histoire politique des Comores, il y a l'histoire coloniale, qui est une histoire violente. Bien sûr, comme toute colonisation, c'est un combat très dur. Toute colonisation qui se dit civilisatrice ne fait que d'abord casser quelque chose. Spolier. Donc ça, c'est
une histoire où il y a eu de la résistance. Il y a des noms, hein. Massim, Omtsala, Patiara, il y a des noms qui sont restés dans l'histoire. Dans l'histoire, oui. Même si on ne les entretient pas suffisamment, comme il faudrait, mais il y a des noms. Il y a des gens qui ont mené des combats là-dessus. Mais la colonisation était plus forte, comme partout. Jusqu'à un événement, moi j'essaie toujours de me positionner par un événement de 1968. Ouais. Le jour où il y a eu un accident d'avion, et un journaliste de Radio France Outre-mer, le RTC de l'époque, le RTF de l'époque, avait dit les Comoriens qui étaient allés devant les morts, ils ont fait les poches des morts. Sauf qu'il y a eu un élément qu'il n'a pas prévu, lui. C'est que l'accident s'est passé à l'aéroport et c'était près du lycée. Et les seuls qui ont compris ce qu'il a dit, c'est les lycéens qui étaient allés. Ils se sont sentis vraiment, à part que tout le peuple a été insulté, mais eux-mêmes insultés. Et ils ont insulté, on n'en veut plus. C'est le point de départ. Et ils ont quitté le lycée, ils sont allés vivre dans ce qu'on appelait le maquis, accueillis par la paysannerie, particulièrement dans le Ouachili et le Hamahamé, pendant des mois. Ils sont sortis de l'école et ils ont vécu. Et paradoxalement, ils se sont mis à alphabétiser aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est les élèves qui sont partis enseigner, entre guillemets, les gens qui étaient dans les champs et dans l'arrière-pays. Oui. Et les paysans les ont accueillis pour vivre. Il fallait vivre. Ils ne pouvaient pas rester dans le maquis indéfiniment sans vivre. Donc, ils étaient accueillis dans les villages, et particulièrement dans la ville de Mbéni. Et ils ont vécu là, jusqu'au jour où ils ont pris une décision que je ne sais pas si c'est possible d'y penser maintenant, dans notre milieu. Tellement nous sommes devenus des bavards. Plus de bavards qu'acteurs. Que d'acteurs. Ils ont décidé de retourner au lycée. Parce que il faut savoir que les gens qui avaient pu aller au lycée à l'époque, c'est des gens dont les familles avaient les moyens. Ouais. Donc, c'était des familles qui pouvaient peser sur les enfants notables. Donc, ça avait cette pression, que ce soit des hommes et des femmes. Et ils ont dit, on y va, on retourne au lycée. Et tout le monde a pensé que c'était fini. Mais ils se sont mis un rendez-vous qu'à la récréation, quand ça va sonner, mais on casse tout. Et personne... Ils ont préparé une action au sein du lycée pour exprimer leur révolte, leur mécontentement par rapport à cette action française. C'est pas une petite action. Ils ont cassé tout ce qu'il y avait dans le lycée. Ils ont tabassé les étudiants qui étaient restés et ceux qui n'étaient pas en grève. Voilà. C'est une révolte auquel personne ne pouvait penser. Il y a une seule chose qu'ils ont décidé de ne pas casser, c'est le laboratoire scientifique. Les lycéens ont réagi de cette manière en pensant simplement à préserver le laboratoire scientifique. Déjà à cette époque. Alors, il y a quelque chose qui est... bon, je pense que Madame Naïla va présenter, parce que je dis il y avait les germes, que ces idées-là puissent réellement permettre à tous ces jeunes se mettre d'accord, parce que c'est pas évident qu'ils se mettent tous d'accord, tout simplement parce qu'ils sont lycéens. Il fallait qu'ils se mettent d'accord, c'est parce qu'il y avait des idées. Il y avait une idéologie, il y avait un esprit il y avait des idées qui étaient en train de germer dans la jeunesse. Je voulais juste rappeler que justement l'administration coloniale redoutait la jeunesse comorienne qu'elle qualifiait de jeunesse d'essence frondeuse. D'essence frondeuse. D'essence frondeuse. Pendant ce temps-là, on dit que nous on est fatigués. Voilà. Et donc la jeunesse de 68, la jeunesse, c'est une continuité d'implication politique qui avait commencé déjà, tel qu'on l'entend, politisation telle qu'on l'entend dans le sens moderne, qui avait commencé dès la fin des années 50, à la fin des années 50, avec la création de l'AJC, l'Association de la jeunesse comorienne. C'est une association qui commençait à mettre en cause un peu la notabilité. Voilà, exactement. Déjà. Exactement. Le HINDA, la notabilité, le choix de son épouse ou son épouse, le rapport homme-femme. Il s'était lancé aussi dans tout ce qui est alphabétisation de la population. Il y a des choses qui ont réussi, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui réussissent à ne pas se marier dans le village. Je connais même un monsieur qui a décidé de se marier à cette époque
dans une autre île de manière unilatérale. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui vont dans d'autres villages, qui ne choisissent pas la femme que maman a choisie ou papa a choisie, qui ne choisissent pas la femme du village. Donc, ce qui veut dire que il y a des réussites quand même. Dès cette époque, bien sûr, dès cette époque, il y avait déjà une résistance face à Oanda, mais surtout, ce qui dérangeait ces jeunes, parce que c'était quand même des jeunes cadres qui avaient fait, leur parcours à Madagascar notamment, et qui étaient revenus en tant que jeunes cadres dans l'archipel. Donc du coup, quand ils arrivent aux Comores, ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés de la réalité locale. Parce que à Madagascar, ils jouissaient quand même d'une liberté de ton, et puis le rapport au corps n'est pas le même. Aux Comores, il faut intégrer les Rimous, et puis il y a le poids de la famille, le poids social et le poids religieux. Donc c'est un point important, cette géolocalisation des mouvements. Je sais que il y a eu le Passoko qui agissait beaucoup à l'intérieur du pays. Il y a la SEC qui était plutôt, on va dire, à l'extérieur, en France. Et puis le Molinako qui était entre Zanzibar et Madagascar. Comment ces mouvements arrivaient à s'agréger? Comment les mouvements arrivaient à draguer des jeunes pour les rejoindre? Comment la sensibilisation politique? Et aussi, surtout, est-ce que l'idéologie était la même ou chacun avait une idéologie un peu différente? De cette grève de 68 est né beaucoup de choses, y compris l'émergence du Passoko. Avant, il n'y avait pas de parti tel quel comme on l'entend aujourd'hui. Mais ce mouvement a tellement bousculé la société. Alors, pour vous donner des exemples, qu'est-ce qui s'est réellement passé? D'abord, il a fallu que, du point de vue français, on fasse venir la Légion étrangère de la Réunion pour mater ça. Pour calmer les jeunes. Pas calmer, pour les mater. Le lycée était devenu une prison. Et le pays est en état d'alerte aussi. Je ne sais pas si on imagine un peu ça. Il faudrait que nos historiens se penchent sur ce point précis, parce que le deuxième élément que je peux, pour qu'on arrive à trouver une solution à ça, le grand Kati de l'époque, avant qu'on le nomme Moufti, Saïd Mohamed Abdourahmane, il est venu se mettre par terre au lycée. Cet homme important là. Oui, pour qu'on puisse trouver une solution entre ce que voulaient faire les légionnaires et ce que voulaient parce que là, il y avait une tension, en fait. Il a défendu les jeunes. Parce que le gouvernement local, face à l'armée française, qu'est-ce que c'est? Alors que c'est les enfants, je répète, des familles qui pouvaient faire les études. C'est pas les enfants, tous des paysans. C'est des enfants notables, des privilégiés. Mais il est venu s'allonger devant le portail du lycée, par terre. Il faut qu'on arrête une solution, qu'on trouve une solution. À l'époque, il y avait des hommes qui avaient encore une voix qui pointe. Il l'a refait le jour où Bob Denard a dit à Ahmed Abdallah. Le jour même, Ahmed Denard voulait l'enterrer à la présidence, comme quelque chose dont on se débarrasse. Il est venu à la présidence, il a dit à Bob Denard, il part être enterré à Demoni, sinon vous allez le mettre dans le tombe avec lui. Et là, il est moufti. On a quand même des gens qui avaient, qui portaient haut leurs valeurs et portaient haut leur courage. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a un élément qu'on ne prend pas en compte. Je dis, le Passoko, ça est arrivé. Il y a déjà les idées Molinako qui sont en train de germer, d'essayer de s'exprimer. Mais ça s'est passé entre janvier et mars 1968. Ces jeunes-là, la génération de cette époque-là, ils étaient suffisamment intelligents et capables. En juin, ils passent le bac, ils l'obtiennent. Bien sûr. Les leaders passent le bac, ils l'obtiennent. Les leaders de la grève. Ils l'obtiennent le bac. En juin, ils obtiennent le bac. Ils arrivent en France. Qu'est-ce qu'ils trouvent en France? La SEC. Non. À part trouver la SEC, ils trouvent la France en plein mouvement. C'est ça que je voulais. En plein mai 68. Et ils pensaient qu'ils étaient à l'origine. Et ils disent, mais en fait, c'est nous qui avions raison. Exactement. On remet en cause la France, on remet en cause l'État français. Exactement. Et ils sont rentrés dedans, mais ils sont allés tellement loin qu'ils sont allés devenir maoïstes. Voilà. Et ils ont apporté l'élan aussi révolutionnaire au sein de la SEC, parce que la SEC, c'est pas un mouvement qui date de 68. Il y a une première génération, justement, d'étudiants, de jeunes, qui a été utilisée aussi par le pouvoir local, justement, pour essayer d'ancrer la présence française
Aux Comores. aux Comores. En fait, on pourrait dire qu'à l'époque, la SEC, c'était ce qu'on appelle un syndicat Un maison. syndicat, exactement. Donc, il était là pour gérer les bourses, Voilà. pour aider etc. C'était les stagiaires, les étudiants. C'est pour ça que ça s'appelle la SEC. C'est des gens qui venaient de faire des stages, et des gens qui faisaient leurs études. On les met ensemble, on gère. On gère ces enfants. Mais eux qui sont venus avec cet état d'esprit, ben, ils ont pris la SEC. Et ils ont dégagé ceux qui étaient là, qui étaient des dirigeants de cette association. Ils ont dit, mais maintenant, on va vers la révolution. Mais après, certains étaient cadres aussi dans l'archipel, parce que du coup, c'est à ce moment-là, enfin, on parle aussi de la politisation des cadres comoriens. Donc, on a pris les jeunes de la SEC justement pour faire la promotion justement de la nouvelle génération politique, dont les Mtara Maïcha, les Ali Mouja et compagnie. Quand on fait une révolution, quand on fait des contestations, quand on veut faire bouger les lignes, il y a la notion de se couper de l'actuel. Quels étaient les moyens de lutte qu'avaient ces jeunes? Vous avez dit que quand ils étaient retournés au maquis, enfin pas au maquis, mais dans l'arrière-pays, les paysans les ont accueillis. Mais quels étaient les moyens de lutte qu'ils avaient et comment ils arrivaient à tenir dans une grève qui a mené? Déjà, il y avait, outre la grève, hein, le maquis, mais il y a aussi les slogans. Ils ont beaucoup utilisé tout ce qui est tag et tout ce qui est slogan. Il y a eu beaucoup de tags anti-français, notamment au lycée, aussi sur les murs à Moroni. Et il y a aussi des poèmes. Le lycée qui aujourd'hui se fait reconstruire par la France. C'est une insulte absolue à notre... Ça, c'est une question. À notre soi-disant indépendance. Voilà. Je tenais à le dire, parce que moi, voilà. Qu'on se fasse encore en 2025 reconstruire le lycée, ça montre à quel point on n'a pas compris. Moi, c'est pas ça qui m'interpelle. C'est que les lycéens ne disent pas non. Ça, c'est lié aussi. Pour dire non, il faudrait savoir pourquoi on dit non. D'où l'idée de parler de la politisation de la jeunesse. Donc, parce que si nos aînés, je me rappelle de Souef El Badawi qui me disait qu'avant, quand ils étaient jeunes, ils avaient réussi à changer les statuts de l'association qui gère l'Alliance française à Moroni. Et il disait, sa jeunesse à lui, son équipe, qu'ils avaient réussi à faire l'Alliance franco-comorienne. Parce que c'est un bâtiment sous forme associative qui est aux Comores. Et ils ne comprenaient pas, eux, comment un bâtiment pouvait être utilisé qu'au nom de la France, sans les Comores. Et aujourd'hui, on voit que la jeunesse est aussi dépourvue de tout combat. Mais tu sais qu'avant, il y avait aussi l'UFAC. Sur le terrain, il y avait aussi un mouvement qui s'appelait l'UFAC. C'est l'Union fraternelle des études. Vous connaissez un peu l'UFAC? Oui. L'Union fraternelle des artistes comoriens. De l'art comorien. De l'art comorien. Et ce mouvement-là a participé justement à la transmission et à la politisation de la jeunesse comorienne. À la fin, avant l'indépendance, tout à la fin, vers 74, je crois, c'est ça? Et 75, et après, c'était le relais justement de la SEC sur le territoire. Voilà. Et c'est un mouvement extraordinaire. C'est un moment de transformation. Voilà. Parce qu'il y a eu l'UFAC qui était plus basé à Moroni. Il y avait la même organisation à Mitsameouli. Exactement. Donc, dans d'autres localités. Il y avait un débat d'ailleurs. Voilà. Quelle idéologie on suit. Mais c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on appelait l'homme humain. On veut une culture nouvelle. Voilà. Dont l'enjeu premier, les filles dans les associations. Alors, c'est un débat. Moi, je l'ai vécu un peu différemment. Comment notre pays est compliqué. Je l'ai vécu un peu différemment dans la période swalihiste. J'étais, moi, dans une association qui faisait du théâtre arabe. De l'autre côté, si, je vois très bien. Théâtre arabe. Oui. Vous pouvez te donner dans un des théâtres, des pièces que nous aimions le plus. C'était sur une famille de Bani Quraysh, à la Mecque, dont une fille a volé un collier. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on était dans ce genre de théâtre. De thématique, oui. Or, la révolution swalihiste arrive et nous voulons intégrer les filles dans l'association. Et ça a un débat. Alors, ce qui m'a marqué, comme les idées, comment elles évoluent, c'est pas facile. Ceux qui n'étaient pas pour
cette intégration des filles, ont obtenu le soutien du comité révolutionnaire socialiste, qui les ont vraiment soutenus pour nous chasser, nous autres, parce qu'il y avait des enjeux de moyens à l'intérieur de l'association. C'était une association qui avait beaucoup de moyens, et il fallait les contrôler. Devine qui nous a soutenus. Les autorités qui étaient dans la révolution nous ont dit vous foutez trop la pagaille. C'était pas le discours officiel. C'est le discours du comité révolutionnaire à Moroni. Nous sommes allés voir Mouni Baraka. Pas Mouni Baraka actuel, Mouni Baraka. Al-Marhoum, l'imam Mouni Baraka. L'imam, le philosophe. Ouais. Et il nous a seulement posé une question. Vous voulez les filles dans l'association pour vous amuser? Pour vous amuser ou pour un vrai développement? Mmh. Et ça, vous devez être sincère vis-à-vis de Dieu, pas vis-à-vis de moi. Et quand nous avons dit non, c'est pour que les filles aussi puissent participer en étant des personnes réellement qui ont des idées comme nous, elle dit vous allez faire, mais vous aurez toujours affaire à Dieu, pas à moi. Vous voyez que ceux qui se disaient révolutionnaires disaient non, enfin dans le pouvoir, parce qu'il fallait gérer les moyens. Ouais. Et lui, il a dit allez-y, et on y est allé. Mais dans cette période-là, en même temps, la révolution socialiste se développait, donc les filles étaient un peu partout aussi, dans les comités révolutionnaires. Personne ne maîtrisait quoi que ce soit de ce qui se passe réellement dans la jeunesse. Mais il y a eu un débat de fond. Être Msomanumène à sec pouvait avoir un lien avec le régime socialiste. La SEC ici apprenait non. Ali Swali, c'est pas ça la révolution que nous voulons, c'est quelqu'un qui est utilisé par la France. On n'en veut pas. Et le Somanimeni a choisi autre chose. C'est-à-dire, on négocie avec les socialistes, sinon on va être tous décapités. On leur dit, vous laissez-nous faire la culture et vous la politique. Exactement. Donc, ils ont fait de la politique, eux, en négociant, parce que la politique aussi, c'est faire... À travers la culture, le sport aussi. Le sport. Maintenir ça. Donc, avec des idées qui étaient claires. Par exemple, dans le sport, c'est pas un conflit. Il y a même des chansons là-dessus qui passaient à la radio. Le sport, c'est d'abord de l'amitié. Rassembler tout le monde autour du sport. Que vous ayez perdu ou que vous ayez gagné, c'est pas ça l'essentiel. C'est ça l'idéologie qui était développée dans les associations. Et puis, le retour aux danses traditionnelles comoriennes. Ces associations ont beaucoup développé des activités artistiques et culturelles et folkloriques en dehors des mariages. Exactement. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur les essences des idées politiques. Qu'est-ce qui différencie le Molinako du Passoko de la SEC? Qu'est-ce qui différencie ces mouvements? Déjà, niveau période. Déjà, d'un point de vue chronologique, oui, il y a déjà une différence. Le Molinako, il naît au début des années 60, à partir des Zanzibar. Parce que dans les années 60, il n'y avait pas d'organisation officielle contre l'indépendance, contre justement la colonisation aux Comores. Donc le Molinako a agi déjà dès le début des années 60, officiellement en 63 avec un appel dressé à partir de Dar es Salaam pour la jeunesse comorienne afin qu'elle se rebelle et qu'elle prône l'indépendance. Des gens qui étaient à l'extérieur. Et je peux vous des noms. En train de demander des Comoriens sur le terrain d'être actifs. Oui, déjà. Ouais. Il y a des noms. Il y a un certain Ali Mouigné et Kaikai qui sont des Comoriens originaires de la côte Est, notamment de la Tanzanie. Et eux, ils étaient très actifs dans les mouvements panafricains et aussi dans les groupements politiques anti-coloniaux sur la côte. Bien. Et quelle était l'idéologie politique parce que je vais faire un indépendantiste, ils étaient indépendantistes. Okay. Après, il y a les influences communistes. Après, voilà. Colonel, déjà l'indépendance. Après, il y a les influences, les influences communistes. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait certains, la SEC, qui étaient partis un peu trop loin en devenant marxistes. Est-ce qu'il y avait cette notion de gauche-droite ou comment
est-ce qu'ils étaient traditionnalistes, démocrates? Est-ce qu'il y avait cette notion où on voulait juste que la France quitte le territoire, point, après on se débrouille entre nous? Non, d'abord, le gauche-droite, c'est d'abord dans la lutte politique classique. Quand les partis ont émergé, Ouais. à partir le PASOKO a émergé, donc il a émergé aussi le RDPC, qu'on appelait les Blancs, et les Verts, Ouais. en tant que structure politique. Ouais. Les uns étaient proches de Seydi Mohamed Cheikh et les autres plus proches du prince Seydi Seydi Ibrahim. Mais encore la notabilité. Oui, avant on Et parlait ce de sont les vert et dirigeants de blanc. politiques. Et les bien-nés, quoi. Ce sont les dirigeants politiques qui étaient là. Ouais. Donc, et le RDPC et le Parti Vert, c'est aussi ceux qui ont été formés à l'extérieur, qui sont rentrés. La génération Mouzawa, La SEC, Mourdiaye la d'un première côté, génération de la SEC. et Taki et l'autre de l'autre côté. Donc, ce sont maintenant des intellectuels que Seydi Mohamed Cheikh avait essayé de trouver une formule pour eux. À l'époque, les députés étaient nommés. Le président du conseil de gouvernement faisait une liste de gens qui doivent être députés et le donnait au commissaire de la République et ils validaient ensemble et les gens devenaient députés. Si je me rappelle bien, Mouzawa, parenthèse, c'est mon cousin, donc je peux me permettre de dire des choses. Il a dit qu'il a appris qu'il était député et qu'il se trouvait en juin. Tiens, on parlait de ça tout à l'heure. Et donc on l'a nommé député. Lui, c'était un pédagogue, hein, c'était un enseignant, un pédagogue. Et il a juré que la prochaine fois, il va se faire élire. Donc cette volonté d'aller Une fois qu'il a accepté ce en poste face de du député, peuple. voilà. Donc voilà ce qui crée les partis qui vont se... Ça n'avait rien à voir avec le PASOKO, le Moulinako, c'est ça. Mais c'est une manière, je pense qu'au niveau de la colonisation, on se dit, il y a de nouveaux éléments, il faut qu'on fasse avec. Ça fait partie de la restructuration de la politique coloniale à ce moment-là. Est-ce que c'est nous qui à travers ça, cherchons à nous réorganiser socialement, ou la France, voyant qu'il y a des choses qui se passent, insuffle des directions pour pouvoir toujours avoir la même vision? Elle insuffle des directions aux autorités locales, ceux qui dirigent. Mais maintenant, en fait, il y a toujours eu deux entités. Au niveau de la jeunesse, il y a toujours une jeunesse légitime, adoubée par les anciens, et les vieux turbans, comme ils les appelaient, parce que oui, cette génération-là avait tendance à appeler les Seydi Mohamed Cheikh et compagnie les vieux turbans. Donc adoubés par les vieux turbans, parce que à ce moment-là, il fallait redéfinir la politique coloniale en comorianisant les postes clés aux Comores pour essayer de légitimer aussi la présence française dans l'archipel. Il y a des nouveaux éléments, comme il vient de le dire. Donc tout ça, ça participe. Après, on a la jeunesse illégitime, celle qui se développe à l'extérieur et qui est contre d'essence, frondeuse d'essence, et qui est contre la présence française et qui souhaite l'indépendance, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est à l'extérieur. Et cette jeunesse qui est à l'extérieur là, elle n'est pas arrivée comme ça. C'est une jeunesse dont les parents avaient quitté les Comores déjà au moment du protectorat, quand la Msafoumou, etc. et Hachim ont abdiqué. Donc beaucoup ne voulaient pas être sous administration française, donc ils sont partis. Il y en a qui sont partis à Zanzibar et d'autres à Madagascar. Madagascar qui était certes française, mais voilà, en fait, il y avait cet orgueil, voilà. Donc on part à l'extérieur. Et à Zanzibar, c'est l'entité qui va réclamer l'indépendance est issue de ces exilés, en fait. Voilà, qui ont transmis l'amour du pays à leurs enfants, qui, voyant toute l'Afrique demander son indépendance et le mouvement panafricain, tout qui sont au devant de toutes ces luttes anticoloniales, ont voulu la même chose pour les Comores. Okay. Alors, on aura peut-être l'occasion d'approfondir ces questions. Moi, je prends des éléments symboliques. Dans cette lutte anticoloniale, une personnalité historique, peut-être celle qu'il a le plus vénérée dans notre pays, c'est Al-Marouf. Aussi. C'est Mohamed Ben Cheikh. Lui, il est parti en exil. Oui. Il est parti en exil en refusant la colonisation. En ayant fait un khutbah contre la colonisation, alors qu'il était le beau-frère du sultan. Mm-hmm. Et il a failli perdre sa vie là-dessus. Bon, il a gagné là-dessus en disant, il faut qu'on se pose. Moi, je pars en exil et
etc. Il reviendra plus tard. Est-ce qu'il revient gagnant ou il revient... Et il revient, les idées sont déjà installées dans les esprits. Par contre, là où il n'a pas gagné, c'est qu'il avait soumis son engagement à une condition. C'est-à-dire qu'on stoppe les histoires de grand mariage. C'est ça. Ça, on lui a promis. On ne l'a pas suivi, sauf une catégorie qui existe jusqu'à maintenant dans le Anda des Comores, qu'on appelle les Darwish. C'est-à-dire les gens qui disent on ne fait pas le grand mariage, mais on doit être aussi tout autant des personnalités dans le pays. C'est ça. Donc c'est une catégorie là, à part dans la société du grand mariage. On leur donne toujours ce qu'il faut pour le grand mariage, mais eux, ils ne le font pas. Donc ça, c'est une évolution des idées telles qu'elles sont. Maintenant, il y a une deuxième autre. Je m'excuse, madame, mais là, si je dis c'est une troisième catégorie, ce sont les femmes. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est une histoire d'hommes. Bah oui, exactement. Alors que, dans ce combat-là, il y a des femmes qui ont refusé ce qu'on leur a dit leur mari. Qui sont engagées, notamment dans le Pasoko. Qui ont divorcé. Ils ont divorcé, et le Pasoko leur a choisi les maris. Oui, parce que la politique, elle était aussi matrimoniale. Oui. Le parti leur a choisi des militants pour les épouser. Oui. Et ils ont accepté les militants. C'est à ce moment-là, on entend Dahola vert et Dahola blanc. Il y a aussi Dahola Pasoko. En Béni, c'était très vivant. Hein. C'est une bonne transition pour revenir à notre époque. Comment aujourd'hui on arrive à faire prendre conscience la jeunesse, parce qu'on dit jeune de 0 à 68 ans, 80 ans, parce que donc, mais comment on refait prendre conscience à notre société ce qu'est la lutte d'idées, j'allais dire même la lutte armée, parce que dans certains pays, des gens ont arraché des droits. Nous, on a toujours été des gens qui avons des résultats sous couvert de telle ou telle chose. J'ai un monsieur qui me disait qu'il remercie Ahmed Abdallah d'avoir réussi à déclarer unilatéralement l'indépendance, alors que dans d'autres pays, le sang a coulé. Comment notre génération, on peut nous réapproprier les luttes, la conscience de ce que nous voulons comme société idéale? Alors, je disais au début qu'on confond l'engagement politique et la réussite politique. Quelqu'un peut dire, bah, ça sert à rien, parce que qu'est-ce que je vais y gagner? Alors, si on prend ceux qui sont battus, je reviendrai à des cas. Il y a, je ne sais pas si vous imaginez, aux années 60, une femme comorienne qui part à New York pour réclamer l'indépendance et qui revient dans sa vie et devient commerçante. Ne cherche pas à avoir un poste politique. Ou aux Comores, une femme qui est dans ce cas-là où elle a dû se séparer de son mari, de Pasoko, mais qui est infirmière. Ma vie, c'est infirmière. Ils se sont battus dans ce... Ou un homme qui, lui, s'est engagé, on disait qu'il était radical, sur une base, il a voulu créer des marais salants du côté de Nsaweni. Et la colonisation a été interdite parce qu'il fallait qu'on importe du sel de là où la colonisation voulait. C'est ça. Et lui, il voulait qu'on produise. On a des îles pour produire notre propre sel. Ouais. Moi, ça me rappelle un peu Gandhi. Cette histoire, je ne sais pas s'il avait appris ça de chez Gandhi. Mais c'est le combat de Gandhi a commencé avec ça. On va prendre notre sel. C'est ça. Donc, il y avait des gens qui disaient, voilà ce qui est à nous. On se bat pour ça. C'est pas pour moi, en tant qu'individu. C'est à nous. Et on se heurte à la colonisation, donc on se bat contre cette colonisation. J'aimerais qu'on revienne un peu à notre époque, à notre 21e siècle, parce que j'aimerais qu'on parle du pourquoi on n'arrive pas à lutter. Pourquoi dans notre inconscient ou dans notre récit collectif, le Comorien ne se bat pas. Pourtant, on a eu Bouvier qui est mort aux Comores, assassiné par des gens qui luttaient. On a eu des gens qui sont battus contre les mercenaires. Bouvier était qu'un colon. Les mercenaires étaient des gens dont les Comoriens se sont battus aussi physiquement. Il y a des idées, vous nous avez rappelé le Moufti qui était impliqué dans la lutte sociale jusqu'à se coucher pour que
les balles cessent, pourquoi aujourd'hui on trouve des chers qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne respectent pas la lutte comorienne, alors que le peuple crie. Pourquoi aujourd'hui on n'a personne qui... je vous vois un peu... comment on peut répondre à leur place? Non, mais vous êtes une doctorante, donc vous avez étudié un peu tout ça. Oui, j'ai étudié tout ça, mais il faudrait commencer par la transmission. Il faut écrire cette histoire. Okay. Pour que les gens s'imprègnent de ces luttes et aient envie de lutter, il faudrait qu'ils sachent qu'il y a eu lutte et pourquoi il y a eu lutte. Donc, je pense que les émissions de Monty TV vont peut-être participer justement à cet élan, à cette conscientisation du nous collectif. Voilà, exactement. Exactement. Après, peut-être que monsieur a une réponse. En fait, il y a des... Bon, dans la SEC, d'abord, on était plus dans l'oralité. Donc, on a produit des disques. C'était déjà révolutionnaire en soi. Oui. Les Comoriens qui produisent des disques sur des chants révolutionnaires. Mais c'est plus tard que les gens se sont mis à écrire. Une fois que ce mouvement a été cassé. Quelqu'un comme Personnam Aboubakar Salim. Magnifique. Il a écrit un livre, un roman sur 68, ce dont nous parlons. Il a écrit un roman qu'il appelait Le bal des mercenaires. Des balles des mercenaires. Donc, personnellement, je m'étais essayé à écrire un roman que j'appelais Un coin de voile sur les Comores, sur la vie de notre jeunesse. Docteur Ahmed Ouled, il a écrit une histoire sur la SEC. Oui, si. Mais, en fait, qu'est-ce qui se passe aux Comores? Est-ce que ces livres-là, on les enseigne dans les écoles? Exactement. On les enseigne pas. Voilà. Et pourquoi ce n'est pas enseigné? Est-ce que c'est une volonté politique que ce ne soit pas enseigné? Est-ce que c'est un manque de conscience de nous-mêmes? Pourquoi? Parce que depuis Abdallah jusqu'à aujourd'hui, ça n'est pas enseigné. Comment? Il y a eu l'expérience Abdallah, parce que l'expérience soléiste, c'était pas aussi simple. Il y avait le camarade Ali Souli qui devait avoir toutes les idées, on suit ou on suit pas. On n'était pas dans le débat. Je crois que tu as eu quelqu'un de la famille qui s'est fait tabasser là-dessus parce qu'il avait cru qu'au moment d'une élection, il pouvait dire ce qu'il pensait. Le jour de l'élection du président et son remplaçant, dont on ne connaissait pas qui était le remplaçant. Il n'y avait pas un nom. Mais là, ici, bon, c'est une expérience qui a duré 2 ans et demi, différente. Mais l'expérience Abdallah a duré longtemps. Je vous donne un exemple. Quel était l'état d'esprit du gouvernement à l'époque? Quand je suis rentré aux Comores, j'ai voulu travailler dans le journalisme. Comme je disais, c'est mon métier. On était 2 journalistes qui avaient eu l'idée d'aller se présenter pour être des attachés de presse. Des attachés de presse des mini-ministères. Mon confrère Ali Mouandji. Oui. On a été retenus. L'idée a été retenue. Le gouvernement avait ça dans... Ah oui, c'est peut-être mieux faire de la communication. Alors, on se met à vouloir faire le travail. Et Ali Mouandji a été plus rapide que moi, plus peut-être spontané, plus envie. Il a fait pour le ministère de l'Éducation. Moi, on m'a demandé, le ministère de l'Économie et des Finances, de faire des notes, comme on fait ici, ce qu'on appelle les notes bleues, de faire des notes sur la situation économique. Ali Mouandji a fait une revue. Et dans ce revue, il a fait un débat sur l'éducation. Ça a été envoyé au gouvernement. Et la décision du gouvernement, c'est arrêter ces histoires-là. Déjà. Arrêtez. Nous, on ne vous a pas dit de venir faire des débats. Donc, et qu'est-ce qu'on a dit? Allez travailler à l'automne, qui était le journal de l'État. Donc, c'est à l'intérieur, on va essayer de chaque fois de trouver comment faire passer des idées. Mais au niveau gouvernemental, c'était parti unique. On était dans un système de parti unique. On n'était pas un système où il y a des partis d'opposition, etc. Sauf ce qui est sorti de ce mois de mai à SEC, qui allait vers la création du Front démocratique, qui avait un tract qui s'appelait Sauti Omat, la voix du peuple. J'étais dans le journal à l'automne et j'étais dans ces histoires de Sautia. Officiellement ou de manière... Mais non, Sautia, c'est un tract dans lequel on se cachait, au point que moi j'ai dû dormir une fois dans un cimetière. Parce que au moment, en fait, on distribuait la nuit vers 1h du matin,
Et au moment où je passais devant un cimetière, j'ai vu des 4x4 des mercenaires qui arrivent avec des chiens. Il n'y avait pas d'autre solution. Je me suis jeté dans le cimetière et je ne suis pas sorti de là que le matin parce que je ne savais pas s'ils étaient toujours là ou pas. Donc, on était dans cette situation, dans cette période. Mais Sauti-Ahmed était vraiment très diffusé. Il y avait eu un écho réel. Et ça a préparé la venue du Front démocratique. Donc, ça, ce que je dis, les gens sont entrés dans la militance politique, avec des idéaux, en pensant qu'ils allaient pouvoir prendre le pays et le transformer. Pour le président Ahmed Abdallah, il leur avait donné un autre nom. Ils appelaient les Kampuchéas. Les Kampuchéas. Les Kampuchéas. Vous avez déjà entendu cette expression? Bah oui. Les Kampuchéas, ce sont les jeunes qui avaient fait la révolution au Cambodge. C'est ça. Et il a dit voilà, aujourd'hui, on a cette catégorie-là qui va faire la révolution de type cambodgienne. Mais le Kampuchéa, c'est le nom d'origine du Cambodge. On va dire les Kampuchéas. Ça, c'était le surnom qu'il leur avait donné. Donc, dans cette phase-là, les gens y croyaient à quelque chose. Ils croyaient qu'on va transformer le pays et on est dans les idées socialistes, communistes, révolutionnaires. Moi, j'ai dit que on est allé à l'extrême parce qu'on n'acceptait même pas que l'Union soviétique était socialiste. C'est vrai. Après, on est rentré dans les guéguerres intracommunistes. Voilà. On a pris position. Est-ce que ce fut une erreur de notre part? Je sais pas, mais alors, où est-ce que peut pas refaire l'histoire. Où est-ce que s'opère la rupture entre cette jeunesse-là qui, consciente, s'organise, passe de l'ombre à la lumière par les élections FD, aujourd'hui, où on voit des gens qui n'ont pas de culture politique, n'ont pas de parti politique, mais n'ont de parti que celui qui est au gouvernement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont azalistes. Demain, Azali tombe, ils seront le nouveau. Hier, ils étaient de Mamadou. Avant-hier, ils étaient de Sambi. Avant-hier, ils étaient... etc. Où est la rupture? Comment on est passé de ces gens qui militaient à des gens aujourd'hui qui ne sont que des suiveurs de choses inexistantes? Non, en fait, la jeunesse n'a pas cette... la jeunesse actuelle, hein, pas cette lecture de l'histoire que ceux qui étaient des militants, dont nous parlons du PASOKO, du Molinaco, du Front démocratique, sont devenus à un moment aussi des gouvernants, en faisant des alliances politiques. Des choix politiques douteux. Comme dans tout système démocratique, à partir de la période Johar. Mais avant, c'était combattre un régime, combattre une colonisation, combattre un régime politique, etc. Néocolonialisme. Pour espérer changer. Mais quand il y a eu une ouverture démocratique, il y a un multipartisme, ils sont entrés dans le combat politique classique, et certains sont entrés dans des gouvernements, y compris ceux qui étaient à SEC, Front démocratique, etc. Et ceux qui étaient Molinaco, PASOKO. Certains se Abdelbakar Bouana est devenu, depuis Ali Solid, était devenu gouverneur, ambassadeur, puis gouverneur. Le principal. Et vous dites que les idées se sont perdues entre-temps. Pour certains, mais pas pour tous. Je pense que pour certains, ils ont abandonné, pour d'autres, ils sont restés dans, ils sont restés dans leurs idéaux. Mais la jeunesse actuelle se pose la question. Il y a un slogan qui se dit dans la jeunesse actuelle, se dit Sidekina. Sidekina, nous aussi, on doit être dans le pouvoir. Mais comment tu fais pour régler le pouvoir? Je ne vais pas me mettre de combat, je vais soutenir celui qui a le pouvoir, il va me donner un peu. Okay. C'est ça là. Il y a encore des dinosaures au sens, avec des gros guillemets, comme M. Idriss, qui est de l'Etsamoli, qui était quand même un acteur d'hier, qui encore aujourd'hui fait partie de la naissance politique d'un parti qui s'appelle Wouche. Okay? Comment on fait pour être Idriss hier et aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose. Comment les partis, parce qu'aujourd'hui, on a une multitude de petits partis qui émergent. Je n'arrive pas, moi, par exemple, à voir la différence de l'idéologie défendue. On va dire on les nouveaux démocrates, comment ces gens-là font
pour ne pas se faire avaler par l'UPDC de Mamadou, le parti de Mouigny, etc. Alors, cette question de la vie politique actuelle, c'est d'abord, moi, ce que j'ai dit, 85, c'était un moment, une charnière. Donc, quand le FDC cassait la gueule, hein, il existe toujours en tant que parti, mais son aura a été perdu. Moustapha est toujours un combattant politique, hein, il est aujourd'hui en exil. Il n'a pas lâché. Donc, mais ils n'ont pas réussi à maintenir le parti en tant que parti. C'est ça. Ça s'est parti en plusieurs morceaux. C'est pour ça qu'Idriss est dans un côté, Moustapha il est dans un autre. Il faudrait peut-être réussir à fédérer justement tous ces mouvements qui ont la même tendance, la même source, la même genèse, pour créer un gros parti, un peu comme la LFI, tant qu'à faire, pour pouvoir reprendre les choses en main. Après, et même, bon, ça, c'est comme ça que je vois les choses, je veux pas. Et même dans ce que tu dis, voilà. même dans ce que tu dis à propos de les dinosaures. Mais quand on prend l'expérience d'Ali Soili faisait partie de ceux comme Mouzawa ont été nommés députés. Oui. Il a été nommé. Et il est entré en politique de cette manière-là, en choisissant sa voie. Il a créé un mouvement à lui qui s'appelait le Mranda. C'est un parti minuscule. Ouais. Comme le PASOKO. Le PASOKO, dans toutes ces idées-là, il faisait 3% aux élections. Il faisait 3% aux élections, mais ils ont réussi à imposer l'idée de l'indépendance dans la population. Mais Ali Soili, qu'est-ce qu'il fait de ça? De son Mranda, il le met dans le parti du prince Saïd Ibrahim. Sa stratégie, ça a été ça. Je entre le Oumma. Et si on prend la liste des députés présentés par le Oumma, le parti du prince, il était le dernier de la liste des candidats. Parce qu'à l'époque, les élections étaient une liste électorale. Donc, il était le dernier. Ce n'était pas le plus en vue. Mais, en entrant, moi, ce que j'appelle l'entrisme en politique, en France, on l'a vécu même avec, comment il s'appelle, l'ancien Premier ministre Jospin. Jospin, il l'a fait. C'était quelqu'un qui était dans les trotskistes. Trotskiste, il a fait un entrisme dans le Parti socialiste. Mais même Mitterrand, c'était pas un socialiste. Oui, c'était un homme de droite, effectivement. À la limite de l'extrême. Un petit peu, beaucoup. Ils ont fait de l'entrisme. C'est-à-dire que ce qui est très peu connu. Hein, voilà, les gens en politique se disent, moi j'ai mes idées, j'ai mon parti, machin, c'est moi qui ai les belles idées, etc. Mais la plupart du temps, les gens ne comprennent pas que c'est en rassemblant beaucoup de forces qu'on arrive à changer une situation. Après, est-ce qu'on est capable de comprendre des courants ou pas? Est-ce qu'on est capable de comprendre qu'il y a à l'intérieur d'un gouvernement, ce qu'on le vit partout, il peut y avoir des divergences, mais on arrive à se mettre d'accord sur la manière de gouverner sur certaines questions, mais y compris à l'opposition. Il peut y avoir des divergences, mais voilà l'objectif qu'on s'est fixé. Mais tout cela, pourquoi la jeunesse aujourd'hui n'est pas dans les situations des associations culturelles comme nous les avons vécues de M. Manu. C'est ça. Les gens sont dans d'autres choses. Et ils vivent plus, dans Facebook et... ils vivent avec leur temps. Ils ont été, se sont délaissés pour compte. Voilà. Cette situation-là ne permet pas de dire, tiens, on se met d'accord sur qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce que sur lesquels nous divergeons, mais que nous pouvons mettre de côté pour arriver à l'essentiel. Pour rentrer dans ce genre de choses, est-ce qu'il ne faut pas croire, est-ce qu'il ne faut pas avoir confiance à la personne qui est à nos côtés ici? Moi, j'appelle Pierre, Paul, Jacques, voilà. Est-ce que ces gens-là ne doivent pas au moins croire à moi? Est-ce que si moi j'ai des choses qui ne sont pas bien, est-ce que ça ne participe pas au fait que Pierre, Paul, Jacques me fuit? Alors, j'ai une lecture, c'est quand même un problème de leadership, parce que ce fracas qui s'est passé pendant cette période-là, on est revenu à chercher des leaders du village ou de ma région ou de mon île. L'idée de conscience nationale a reculé parce que l'idée de conscience nationale, c'était ce combat pour l'indépendance. Mais l'idée de conscience nationale, qu'est-ce que nous faisons de notre pays? On ne l'a pas construit. Il faut avoir un projet de société. Donc, déjà. Chacun se dit, voilà, qu'est-ce que je peux en tirer. Et je vais te faire rire
Un jour, on m'a proposé d'être ministre par un premier ministre swalihiste. Il me propose d'être ministre de l'Éducation en me disant « Tes oncles parlent au nom de l'opposition dans la capitale. Si tu acceptes d'être ministre, soit ils vont nous soutenir, soit au moins ils ne vont pas parler au nom de l'opposition. » Mais ça, c'est un swalihiste qui tient ce discours. Et je dis « Mais est-ce que ça a un rapport avec l'idéologie soit swalihiste ?» Après, c'est comme ça qu'on a toujours fait moi, de j'étais la un jeune, politique. qu'est-ce que j'allais faire dans ces histoires de gouvernement? La politique, ça m'intéresse, mais je n'ai pas dans l'esprit d'entrer dans un gouvernement. Je lui dis, mais au moins ça ne correspond pas à l'idéologie swalihiste de le même ministre de l'Éducation pour que ce soit ces deux notables de parents qui parlent, pour le pouvoir dans la capitale. Donc, à partir de là, nous sommes entrés, à mon sens, dans une phase où l'essentiel, c'est de tenir le pouvoir. C'est pas qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir. Et quelle société on veut, du coup? Oui, Voilà. il n'y a pas de projet de société. Il n'y a pas eu de débat de société. J'ai été en 2019 très impliqué dans les élections qui se passaient et le candidat que je soutenais à l'époque disait que les Comoriens ne veulent pas de programme. Ils veulent que ça change, mais ils ne veulent pas de programme, ils veulent juste manger et vivre leur vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous? Que le Comorien de base, le citoyen lambda, ne veut pas de programme? Alors, il y a un secrétaire général adjoint des Nations Unies qui a dit ça à un président au Comores. En 2016, j'avais fait venir au Comores, on était en une élection qui était très tendue. Et je l'ai fait venir au Comores pour discuter avec le président Ikililou comment on fait, comment on gère cette période pour qu'on ne retombe pas dans une crise après les crises qu'on avait eues avec le séparatisme, etc. Et il a tenu au président Ikililou et il a revu aussi des opposants. Il a dit, moi, ce que j'ai constaté chez vous, ce que j'ai essayé de lire, d'écouter tout ce que vous dites, je ne vois pas de contradiction. Je vois seulement des gens qui se disent, si lui a le pouvoir, il va partager avec les siens et les miens n'auront rien. Donc, si vous n'avez pas de contradiction, vous n'avez pas de débat idéologique, vous n'avez pas de débat de programme, ben, essayons de trouver une solution pour partager le pouvoir, pour garder la stabilité. Voilà comment on est perçu. C'est un Érythréen qui a sorti cette approche. Il dit, arrêtez de dire que vous êtes en contradiction parce que vous ne l'êtes pas ni dans le discours, ni dans les programmes, ni rien. Vous qui avez un peu étudié le militantisme des Comoriens, quelle différence vous voyez entre l'implication politique des anciens plutôt, à la jeunesse d'aujourd'hui que vous arrivez peut-être à percevoir via les réseaux sociaux ou via les rencontres que vous avez faites durant votre thèse? Est-ce qu'il y a une différence? Déjà, on n'est pas dans le même contexte. Parce que déjà, les militants que j'ai étudiés, ils étaient comme monsieur l'a décrit tout à l'heure, ils étaient déjà dans une situation de dominant-dominé. Donc, il y avait une crise, il fallait combattre pour éradiquer cette crise. Maintenant, dans les enquêtes que j'ai menées auprès de la jeunesse, parce que j'ai beaucoup aussi travaillé sur le chant, et donc j'ai interviewé beaucoup d'artistes, oui, il y a des interrogations. Il y a des interrogations justement sur cette histoire, sur l'histoire coloniale, sur le pourquoi du comment on en est là, tout ce que tu dis là. La jeunesse le perçoit. La jeunesse le perçoit, sauf qu'elle ne se sent pas entendue, tout simplement. Et comment devrait-elle s'organiser pour être entendue? Déjà, il faudrait que les anciens aillent vers ces jeunes-là. En fait, il faudrait peut-être créer des choses, des plateformes, justement, où on crée des interactions entre tout ce qu'on décrit là aujourd'hui, les gens qui ont vécu cette histoire-là, et la jeunesse actuelle, je pense. Ça serait déjà un premier pas. C'est ce que j'ai compris que Idriss essaie de faire avec Ouché ou d'autres. Je ne sais pas si ça prend ou ça prend pas, mais il se met... L'envie est là. C'est pas moi, c'est pour la jeunesse. Et la transmission. Ouais. Mais personnellement, quand je dis à des jeunes, avec ces histoires de présidence tournante, etc., je dis, moi je fais de la politique aujourd'hui, j'ai laissé mon job, je fais de la politique. Si je dois attendre la tournante, c'est-à-dire je vais arriver à plus de 80 ans avant que je sois candidat.
Or, je dis, l'as tournante nous ramène une stabilité, même si je ne suis pas sûr que c'est vraiment qui fait du développement. Mais ça ramène une stabilité. Après, peut-être on peut concevoir du développement. Mais quand je leur dis ça, je dis, ça veut dire que le combat aujourd'hui, c'est le vôtre. C'est le vôtre. Pour qu'on puisse faire un changement et faire du développement, c'est votre combat. J'ai pas l'impression qu'ils croient que ce que je suis en train de raconter, c'est la vérité. Peut-être qu'ils ne vous croient pas. Non, il y a une désillusion. Il y a une désillusion par rapport à une génération de politiques. Exactement. Peut-être que malgré toute l'expérience que vous avez, l'expertise, parce que vous avez vécu des choses, vous étiez au sein du pouvoir, parce que vous étiez ambassadeur, donc vous avez des petits papiers qui vous expliquaient plein de choses. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus en rien. Peut-être qu'ils ne croient plus aux aînés que vous êtes. Non, en fait, oui, dans ce sens-là, parce qu'en fait, on est arrivé à une situation où toute personne qui approchait un peu le pouvoir, c'est-à-dire les voleurs, par définition. C'est entré dans la tête. Et que, bon, vous avez de ce voleur réel ou potentiel, ou supposé, qu'est-ce que je peux en tirer? On n'est pas dans l'idée de génération précédente. Ils disaient, ce gars-là est voleur, ça, ce sont mes biens, le bien du contribuable, et je vais me battre contre lui. On n'est pas dans cette logique-là. Chacun veut voler un petit peu. Qu'est-ce que je peux en avoir un peu, moi aussi? Alors, on est arrivé à un niveau de la société où on arrive même à dire que celui qui ne vole pas, c'est qu'il est idiot. Malheureusement, on en arrive à ce niveau-là. Il est idiot, il va peut-être mourir pauvre. Donc, c'est pas la voie que je dois suivre. Avec la perte de nos repères là-dessus, parce que nous étions une société solidaire et juste. Alors, si en fait, c'est parce qu'on me dit on ne connaît pas l'histoire, on ne sait pas qu'il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Si je ne prends qu'un cas dont on discute l'histoire, le cas d'un, je ne me rappelle plus le nom, mais qui est la famille Emblo de Mitsamemuli, qui était un militant Pasoko. C'est un de ceux qui étaient dans le lycée en 68. Il arrive en France, il intègre le mouvement révolutionnaire, il a des idées révolutionnaires. C'est un enfant de colon. Mais il a choisi le changement. Et il revient aux Comores. Il vit aux Comores. Un jour, il se heurte à un accident entre Mitsamemuli et Moroni. Il s'arrête. Quelqu'un qui a été écrasé. Les villageois sortent de là, ils le trouvent là avec la personne écrasée, on le massacre, on le tue. En considérant que c'est lui qui a fait la faute. Parce que cette période-là, lui, il n'a pas pensé, parce que même jusqu'à maintenant, il y a des gens qui écrasent quelqu'un qui préfère partir. Oui. Il y en a même qui laissent de l'argent là pour dire prenez cet argent et je disparais. Parce qu'il y a toujours cette crainte de se faire lyncher. Mais il y a une autre thèse. C'est qu'il était recherché pour l'éliminer. C'est une autre thèse qui n'a jamais pu être vérifiée. Il y a des gens qui sont allés le tabac. On est quelle période là du coup? On est dans la période avant l'indépendance. C'est la période du Pasoko. Lui, il était Pasoko. Donc, c'est des gens qui se dévouaient pour un enfant de colon qui dit moi je choisis de défendre l'indépendance, alors qu'il aurait pu rester dans les champs que la famille s'était approprié. Donc, et puis il y a aussi le cas de Kader aussi. Il y a Kader qui était un militant. Lui, c'était la tête du Msomani. Extraordinaire. Lui, c'est un génie. Je ne sais pas d'où ça sort, parce que c'est quelqu'un qui n'a même pas fait le bac. Mais les textes qu'il nous sortait, c'était à haut niveau. C'est le premier à m'avoir parlé d'Idriss Déby. Début des années 70. Il m'a parlé d'Idriss Déby. Comment il a fait pour... Je ne sais pas d'où ça sortait. Et je ne comprenais rien à ce qu'il racontait, mais il avait ça déjà dans la tête. Mais un jour, il a été décapité. Nous allons arrêter sur ces mots-là de lutte, parce que l'émission a pris un petit peu de temps. Je préfère arrêter sur cette notion de lutte pour nous dire qu'on est au XXIe siècle et que les droits, ça s'arrache. Les droits, ce ne sont pas des choses qu'on donne, c'est des choses que nous-mêmes allons chercher. On les cherche par la tête, on les cherche par la main, on les cherche en mettant un pied devant l'autre. Rien n'est résolument ancré au sol, rien
ne se donne, la liberté, ça se cherche. La politisation de la jeunesse comorienne, elle a été hier, elle devra également être demain. Je suis Galil. Merci. J'aimerais que vous me permettez quand même de rajouter quelque chose. Oui. Je ne suis pas totalement dans l'idée que les jeunes ne veulent pas se battre. Parce qu'aux dernières présidentielles, on l'a vu. Ah oui, quand même. Exact. Les jeunes sont descendus dans la rue. Exact. Et se sont battus. Exact. Il y en a même un qui a été tué. Oui. Donc il y a des jeunes qui sont prêts à ce combat. La question que moi je me pose, comment on leur apporte l'expérience pour que la foi qu'ils ont, ils puissent la transmettre aux autres. Et même excuse-moi, je voulais juste rajouter quelque chose aussi par rapport, juste pour enchérir. Il y a les jeunes militants, qui sont en place, qui sont battus dans le cadre de manifestations, mais il y a aussi le milieu des artistes. Cheikh MC, il a beaucoup rappé, il a Fourbe qui me parle beaucoup. Parce que lui, il a le verbe comorien. Exactement. Il a la chose exactement. Et puis il y en a d'autres. Au fond du pays, un certain Bill Louise aussi, un artiste. Voilà. Donc il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Je voulais pas parler de cette période 24 parce qu'elle était trop proche. Je voulais pas qu'on arrive à faire de cette émission quelque chose qui parle d'Azali, mais plutôt de la jeunesse au sens stricto sensu. Si on parle de ça, je ne peux pas ne pas parler de Fanou, qui lui a perdu. On peut aussi l'inclure dans le combat que la jeunesse pour un meilleur vivre de demain a été fait. Monty TV vous remercie. Cher ami, je ne voudrais pas qu'on soit tellement comorien qu'on oublie que dans cette période dont nous avons parlé, de la jeunesse qui est en train de se réveiller et qui est arrivée à 68, il y avait un frère de Frantz Fanon aux Comores. Bah oui. Il y avait le frère de Frantz Fanon aux Comores. Il y avait le frère de Frantz Fanon aux Comores. Qui était fonctionnaire à la douane et qui a participé justement à l'AJC, l'association de la jeunesse comorienne à Moroni, qui a été dissoute parce qu'elle prônait des idées indépendantistes. Il avait lancé ce qu'on appelait la semaine de la jeunesse comorienne. Comorienne, exactement. Qui s'organisait avec des kermesses au stade de Moroni. Le stade de Moroni que Bouvier voulait faire porter son nom. Ouais. Et c'est là où c'est allé à ce qu'on l'élimine. Okay. Voilà. Et comment il s'appelle le Comorien qui était aussi très impliqué dans les luttes, qui était de Zanzibar, Babou, oui. qui était de Zanzibar, qui a rencontré mon maître spirituel, Malcolm X, et celui qui a fait de moi un homme aujourd'hui, et pas quelqu'un qui vit juste, quelqu'un qui dit qu'il faut pas tendre la deuxième joue. Non seulement il l'a rencontré, mais il l'a tellement influencé que la CIA a estimé que Zanzibar risquait de devenir le nouveau Cuba. Exactement. La légende dit que c'est Babou qui aurait Babou qui aurait insufflé la fameuse phrase by any means necessary, par tous les moyens nécessaires. Et bien par là, permettez-moi de mettre fin à cette émission, parce que sinon on restera encore pendant 3 heures tellement c'est intéressant. J'étais Galil, on parlait de la politisation de la jeunesse comorienne. Hier elle a été, aujourd'hui elle est peut-être en sommeil, mais demain elle va devoir se réveiller. Monsieur l'ambassadeur, merci. Madame Docteur, merci.